Eh bien, écoutez, merci déjà au Cercle Aristote de m'avoir invité. Votre concept de vidéo est vraiment, vraiment super sympa. Sylvain, donc du coup, effectivement, je produis des vidéos avec Olivier Delamarche sur ma chaîne. On a cofondé ensemble la lettre économique Les Incorruptibles en septembre 2021. Donc la lettre a un an, un peu plus d'un an aujourd'hui. Effectivement, le créneau sur lequel on est, nous, c'est d'être effectivement sans langue de bois. On a beaucoup de politiquement correct dans les médias, beaucoup de bêtises également qui sont racontées au niveau économique, au niveau financier. Et nous, le but, en fait, c'est de dire l'information telle qu'elle est, sans prendre de pincettes et sans également se voiler la face, sans faire l'autruche. C'est-à-dire que si on est vraiment, entre guillemets, dans la merde, bah, on le dit, quoi, hein. Et c'est un petit peu le cas aujourd'hui. Je pense que ça va être le sujet de l'intervention d'aujourd'hui. Et je suis très content d'être parmi vous et je suis impatient. Voilà. Ben, merci beaucoup pour cette courte présentation. Alors, on parlait de merde, et ben on va être méthodique dans notre approche de la merde et donc décomposer un petit peu le sac qui est devant nous avec une revue d'actualité économique, Ok. avec un premier sujet, les pieds dans le plat directement, Mhm. avec le crack obligataire au Royaume-Uni. Est-ce que nous allons vers une crise de liquidité? Alors, le Royaume-Uni, c'est un dossier qui est assez chaud. Vous avez Liz Truss, du coup, qui a été la première ministre, entre guillemets, qui a eu le mandat le plus court de l'histoire, qui notamment a tenté une baisse massive d'impôts, qui a présenté un plan économique qui tenait pas la route, tout simplement. Les marchés financiers l'ont sanctionné assez rapidement, hein. On a eu une chute de la livre sterling incroyable, un début de crack obligataire, donc de crise de liquidité, c'est-à-dire que les obligations britanniques, les taux sont envolés. Et comme vous le savez, en fait, les obligations d'État, c'est en gros, hein, pour faire simple, c'est des produits financiers c'est des titres de dette que chaque État émet, hein, la France en émet, tous les grands États en émettent. Ils les émettent, ils empruntent de l'argent auprès d'investisseurs, ils payent une rémunération pour ça, et les États, historiquement, plus ils sont solides, plus ils empruntent à des taux bas. C'est-à-dire qu'en gros, ils peuvent emprunter de l'argent pour financer leurs dépenses publiques, c'est-à-dire je donne un exemple bidon, mais les dépenses sociales, ça peut être n'importe quoi. Et voilà. Et le problème, c'est que quand vous présentez un plan économique déficient, bah, les marchés n'ont plus confiance, donc les taux auxquels vous empruntez explosent, et donc ça vous coûte plus cher d'emprunter de l'argent. Et logiquement, bah, vous avez ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, et du coup, bah, ils l'ont dégagé. Enfin, elle a présenté sa démission et elle a été remplacée du coup par un autre membre du Parti conservateur. Le Royaume-Uni, alors c'est un dossier un peu compliqué parce que certains vont vous dire, bah, regardez ce qui se passe au Royaume-Uni, ils ont fait le Brexit, ils l'ont bien cherché, ils se pètent la gueule et puis c'est le bordel chez eux. Je mettrai en abîme cela et je vais digresser un petit peu du thème Royaume-Uni crise de liquidité parce qu'en fait on peut assez facilement en fait faire des parallèles avec nous. Euh, Aujourd'hui, on vit quasiment la même crise en fait au sein de l'Union européenne, mais un petit peu différemment. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des spreads, c'est-à-dire des écarts entre les obligations de pays qui sont réputés performants comme l'Allemagne et des pays qui sont un peu plus dans le pétrin comme par exemple l'Italie, d'accord? Et nous, au sein de la zone euro, on a un problème qui est différent de la Grande-Bretagne, c'est qu'on a des pays qui sont très forts économiquement, ou en tout cas réputés forts économiquement, d'autres pays qui sont plus, on va dire, dépensiers. On a les cigales et les fourmis, et on doit, en fait, avec cette machine européenne, essayer de trouver un milieu et de donner les mêmes règles à tout le monde. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Donc l'exemple britannique est un mauvais exemple. On ne peut pas dire que le Brexit a marché, enfin a marché ou pas marché en fait, hein. À partir du moment où, dans tous les cas, vous avez une banque centrale qui est souveraine, qui peut prendre des décisions, et c'est d'ailleurs ce qu'a fait la Banque d'Angleterre quand il y a eu le crack obligataire, ils se sont remis, entre guillemets, à émettre de la monnaie, puis à racheter des obligations pour soutenir les taux. Mais c'est exactement ce qu'on fait aussi en zone euro en soi, hein. Donc bon, il n'y a pas tellement de différence, je voulais juste faire cette petite, euh, remarque. Est-ce Est-ce que vous qu'on voulez peut enchaîner? Oui. Est-ce que oui, peut-être on va enchaîner. Bon, je rappelle à nos auditeurs s'ils veulent se renseigner sur les conséquences du Brexit et notamment le remplacement de la première ministre Liz Truss, ils peuvent toujours se pencher sur les interventions de Monsieur Salmon au sein pour la chaîne YouTube du CA. Est-ce qu'on reste un petit peu sur le Royaume-Uni avec bon, ben, l'actualité un petit peu brûlante, la remontée des taux qui sont passés ces derniers jours de 0,75 à 3%. Bah, si vous voulez, ils sont obligés parce que la livre sterling a tout simplement dévissé, et c'est un petit peu au final c'est un petit peu ce qu'on vit aussi nous en Europe, c'est-à-dire que vous avez une monnaie qui chute,
vous avez logiquement en fait toute l'épargne en fait de millions de gens qui vaut mécaniquement moins. Ils sont obligés d'enrayer cette inflation. Ils ont en fait, si vous voulez, des cartes un peu différentes des nôtres. Donc c'est pas, on peut pas non plus comparer des pommes et des bananes. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même économie que nous en France, par exemple, hein, que le Royaume-Uni. Mais oui, ils sont obligés de remonter les taux. Et la réalité des choses, c'est que ils vont remonter les taux. Ils devront à un moment donné les baisser parce que dans tous les cas, en fait, toutes les banques centrales aujourd'hui sont dans une situation où, avec l'inflation qu'on a actuellement, vous pouvez pas garder des taux très hauts très longtemps. C'est ce qu'il faudrait faire dans l'idéal. On a fait une vidéo avec Alexandre Lohmann justement sur ma chaîne qui permettait de parler de l'inflation. Et en fait, effectivement, en fait, quand vous avez une très grosse inflation, le vrai remède, c'est de mettre des taux hauts, de les garder hauts, de souffrir un bon coup pendant un certain temps. Et à un moment donné, vous passez votre pic d'inflation, vous pouvez rebaisser les taux et on commence à repartir vers quelque chose de normal. Sauf qu'aujourd'hui, si on monte les taux trop fort, bah, qu'est-ce qui se passe? La dette que vous émettez, bah, forcément, elle coûte plus cher. Elle coûte plus cher et si vous êtes un État qui est en déficit structurel, c'est-à-dire vous dépensez plus que ce que vous gagnez, bah en fait vous empruntiez de l'argent pour financer votre déficit, vos prestations sociales ou autres. Bah si vous montez vos taux d'intérêt, hein, de banque centrale, vous émettrez de la dette vous en tant qu'État plus cher et donc vous devrez rembourser plus cher. Sauf que quand en fait les taux sont hauts et qu'il y a de l'inflation et notamment de l'inflation comme aujourd'hui qui est pas due à une augmentation du niveau de vie des gens qui gagnent plus d'argent, qui dépensent plus et qui font monter les prix. C'est une inflation qui est due à, je dirais, une rupture dans les chaînes d'approvisionnement. C'est une inflation qui est due à une offre qui a été resserrée en fait, hein, c'est ça, hein, la demande est constante, l'offre est resserrée notamment sur les matières premières et c'est ça qui cause de l'inflation. Donc quand vous avez ce type d'inflation là qui est en face de vous, bah, vos citoyens ne gagnent pas plus d'argent, donc ils vont pas payer plus d'impôts sur le revenu, ils vont pas consommer plus, donc il y aura pas plus de TVA qui va être récupéré par l'État, mais vous vous endettez plus cher vu que vous avez monté vos taux. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous avez des dépenses qui sont supérieures à vos revenus, en tout cas vos dépenses augmentent plus vite que vos revenus. Donc c'est pas tenable en fait si on réfléchit bien. C'est pas tenable sur le long terme. Il y a un moment donné où c'est un scénario qui ne marche pas en fait. On peut pas être à déficit ou on creuser le déficit aussi énormément éternellement. Donc voilà un petit peu mon avis sur la remontée des taux en Angleterre. Je vous remercie. Alors, on aura certainement, même pas certainement, on aura une partie plus consacrée aux solutions des problèmes que vous esquissez. Pour l'instant, on va rester sur l'actualité avec la fragilisation, excusez-moi, du Crédit Suisse notamment. Est-ce que nous nous rapprochons, bon, c'est toujours quand une banque se retrouve en difficulté, on rappelle l'épisode Lehman Brothers. Est-ce que on se retrouve face, disons, aux symptômes annonciateurs d'une telle situation pour le Crédit Suisse? Crédit Suisse, c'est un dossier que j'ai pas mal étudié. Je suis en train de bosser sur une vidéo d'ailleurs sur le Crédit Suisse. En fait, si vous voulez, Crédit Suisse a fait un petit peu ce que font un petit peu toutes les banques qui se sont lancées dans des activités de spéculation. Alors, ils étaient si vous voulez, ils avaient prêté de l'argent à une société qui faisait du prêt, on va dire, allez, pour simplifier, du prêt de trésorerie. En fait, si vous voulez, quand vous êtes par exemple, je vous donne un exemple concret, vous êtes un producteur de matériaux, vous produisez de l'acier, vous vendez votre acier à un constructeur automobile hein, qui fait des voitures, vous fournissez l'acier et votre constructeur automobile, il vous dit, bah écoute, je te paye dans 60 jours parce que moi j'ai le temps, j'ai besoin de prendre cet acier, de le transformer en voiture, de le vendre pour avoir l'argent et ensuite te payer l'acier. Et en fait, ce qu'il faisait donc il y avait une société qui faisait du prêt de trésorerie. Cette société, en gros, vous envoyez votre facture, vous, en tant que producteur d'acier, et vous êtes payé par cette société-là en dessous des 60 jours à plus 10 jours. Ça vous permettait de gagner 50 jours sur le paiement de vos factures. Okay, c'est du prêt classique, il y a rien de compliqué là-dessus, c'est du financement. C'est du financement, c'est de la supply chain finance, donc de la finance de chaînes logistiques, de chaînes d'approvisionnement. Voilà, c'est la traduction en français. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont lancés, donc cette société-là, avec que Crédit Suisse a recommandé dans ses fonds et à qui Crédit Suisse a prêté énormément d'argent, à peu près 10 milliards de dollars. Cette société, elle s'est lancée dans des activités plus spéculatives. Donc initialement, elle gagnait de l'argent en disant, bah, tu me donnes ta facture d'acier que ton client, par exemple Renault, doit 100 millions
de dollars à la société d'acier, c'est-à-dire vous. Ils veulent vous payer vos 100 millions de dollars dans 60 jours. Pas de problème. Vous nous envoyez votre facture de 100 millions de dollars. On vous la paye dans 10 jours. Vous économisez 50 jours. Hein, donc, vous qui avez cette facture-là, vous recevez l'argent tout de suite au lieu de la recevoir dans 50 jours. Mais pour le service qui est rendu, c'est-à-dire le paiement de facture anticipée, nous, on prend une petite commission au passage et on gagne de l'argent comme ça. Voilà, il y a des frais de dossier. C'est une activité qui marche depuis très longtemps et c'est très lucratif. Et cette société-là, elle a voulu se lancer dans quelque chose de plus spéculatif, qui est le financement de factures à venir dont les commandes n'ont pas encore été faites. Je m'explique. Vous êtes une société d'acier, ça fait 5-10 ans que vous tournez, et vous estimez que l'année prochaine, votre client Renault, eh ben, il va peut-être vous commander non pas pour 100 millions de dollars d'acier, mais vous estimez qu'il va vous commander pour 500 millions de dollars d'acier. Et donc, vous envoyez votre facture à l'avance, d'accord, à la société de financement, et vous dites, bon, moi j'ai fait mes prévisions, normalement, il devrait m'acheter 500 millions de dollars d'acier. Est-ce que tu peux me payer cette facture tout de suite? Et moi, je te paierai tes frais de dossier, mais des frais de dossier plus élevés, vu que tu prends un risque plus élevé. Cette société a dit oui. Le problème, c'est que cette société a payé des factures entre guillemets fictives ou de spéculation, enfin des factures, des factures qui n'arriveront jamais à des sociétés qui ne peuvent pas rembourser parce qu'en fait, ils avaient surestimé leur carnet de commandes et ils se sont retrouvés en situation des limites de défaut de paiement. Et en fait, Crédit Suisse, ils ont fait quoi? Ils ont vendu en fait cette société de financement comme une société très stable parce qu'historiquement, oui, faire du financement de supply chain, si c'est bien fait, c'est pas non plus le truc le plus risqué du monde. Si vous avez des bonnes personnes à qui vous payez les factures, il n'y a pas de problème. Sauf que là, en fait, ils ont financé une activité limite de spéculation. Et ils se sont retrouvés dans la mouise, ils ont réussi à récupérer 7 milliards de dollars, ils sont toujours en l'air de 3 milliards de dollars, et c'est toujours la même histoire en fait en finance, hein. C'est-à-dire que vous avez des activités traditionnelles qui marchent bien, qui sont plus lentes, mais qui sont entre guillemets, dont le risque est couvert, et les mecs veulent toujours à un moment donné pousser les limites, donc les repousser pour gagner plus, et puis à un moment donné ça craque, c'est ce qui s'est passé avec Crédit Suisse. Et encore ça c'est les affaires dont nous on est au courant, hein. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres trucs dont on n'est pas forcément au courant. Et oui, c'est le genre d'épisode qui peut assez rapidement entraîner des scénarios Lehman Brothers, parce que toutes les banques aujourd'hui sont reliées les unes aux autres. Je regardais le bilan de Crédit Suisse il n'y a pas longtemps. Alors, deux choses. Un, effectivement, ils sont bien capitalisés, donc ils ont beaucoup d'argent en réserve. Mais deux, structurellement parlant, ils perdent de l'argent. Ils perdent de l'argent sur leur division banque d'investissement notamment. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le nouveau CEO qui est arrivé là en août, il devait présenter un plan en octobre, donc il l'a présenté il y a quelques jours, c'est le 27 si je dis pas de bêtises, donc c'est il y a quelques jours. Et de présenter un plan de restructuration sur lequel ils allaient en fait shooter toute une partie de la banque d'investissement et ils allaient se reconcentrer sur le conseil. Et ils envisageaient peut-être même un rachat par UBS, donc c'est le concurrent principal, qui fusionnerait Crédit Suisse et UBS et ferait une grosse banque suisse. Donc, on est toujours dans ces scénarios en fait 2008, sauf que là, c'est pas une crise immobilière, c'est pas une crise indexée sur de l'immobilier, ça peut être une crise indexée sur la supply chain finance, ça peut venir de n'importe où. On a toujours ce problème de la surspéculation en fait, parce que en soi leurs activités traditionnelles marchent très bien, hein, c'est juste qu'ils veulent à chaque fois prendre de plus en plus de risques. Et effectivement, les bancaires, on a le même problème partout en fait. On a le même problème partout sur les bancaires et c'est toujours ça qui est un petit peu compliqué. C'est pour ça que, historiquement, si on cherche des banques de dépôt et qu'on est suisse et qu'on a les moyens, on va vers des banques privées. Comme ça, au moins, il n'y a pas de spéculation. Sinon, il y a d'autres solutions. Il faut se débancariser. Voilà. Oui, souvent, les mêmes causes entraînent les mêmes conséquences. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, nous avons une petite transition maintenant avec la partie plus dédiée, disons, à la théorie, avec une prise de recul sur, disons, les actualités que nous avons abordées là, avec du coup, cette question de l'inflation qui est évidemment omniprésente dans notre quotidien à présent, qui est sur toutes les lèvres, partout, dans les villes et dans les campagnes, comme dirait l'autre. Du coup, l'inflation, c'est l'appauvrissement de l'épargnant, c'est finalement donc qu'est-ce qu'on pourrait envisager pour sortir de cette boucle? Alors, ça, et c'est une notion qu'il faut absolument comprendre. Moi, je l'explique tous les jours à mon entourage parce que c'est une notion en fait qu'on n'explique pas à l'école. Et c'est d'ailleurs dommage parce que ce serait le truc numéro 1 à comprendre quand on sort du lycée, qu'on a le bac et qu'on entame sa vie pro ou même voilà. C'est qu'aujourd'hui, en fait, le Français moyen est réputé pour être un très gros épargnant. Vous comparez en fait le taux d'épargne d'un Français avec un Américain, il n'y a pas photo. C'est nous qui épargnons le plus et c'est culturel. Le problème de l'épargne, c'est que, alors,
Le problème de l'épargne, c'est que quand il y a de l'inflation, c'est mauvais. Quand il n'y a pas d'inflation, à la limite, on s'en fiche. Donc, vu que dans les années précédentes, ou en tout cas avant le Covid, bon, il n'y avait pas d'inflation en Europe, on a même limite le problème inverse, on n'en avait pas assez. C'était pas grave d'avoir de l'argent de côté parce qu'il se passait rien. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde où l'inflation, elle est élevée. On vous annonce une inflation à 6, voilà, 6-7, 6-7%, mais ça veut dire quoi 6-7%? C'est les chiffres officiels. Officieusement, c'est peut-être même un peu supérieur. Bah, ça veut juste dire que si vous avez 100 000 euros de côté et que ça fait 30 ans que vous avez travaillé pour mettre ces 100 000 euros de côté, bah, à la fin de l'année, si vous faites rien, vous avez perdu 6 000 euros de pouvoir d'achat. Donc sur votre compte bancaire, vous avez toujours 100 000 euros, mais en pouvoir d'achat, vous n'avez plus que 94 000 euros. Et le problème, c'est qu'en fait, tous les Français ont de l'assurance vie, du livret A ou juste de l'épargne sur un compte courant et n'en font rien parce que bah en fait on n'a pas cette culture financière en France de se dire qu'est-ce qu'on fait de l'argent, est-ce qu'on l'investit ou pas. Et on n'avait pas tellement besoin de se poser ce genre de questions il y a quelques années parce que bah, l'inflation avait quasiment disparu des radars en Europe et même et même surtout en France. Donc c'était pas forcément des questions très très d'actualité. Là ça l'est totalement et ça l'est d'autant plus qu'on serait peut-être même sur un scénario de stagflation. C'est-à-dire que dans les années à venir, ce qu'on anticipe potentiellement, et on n'espère pas mais ça peut arriver, c'est qu'on ait vécu un pic d'inflation aujourd'hui à 6-7% et qu'ensuite on redescende à des niveaux de peut-être 2-3-4%, mais qui durent dans le temps et qui ne redescendent pas. Et ça serait problématique parce que ça voudrait dire que chaque année, bah, on perd 4 ou 5%. Donc si l'inflation est à 5% chaque année, on perd 5%. Donc sur 100 000 euros, chaque année, je perds 5 000 euros. Puis l'année d'après, je perdrai 5% sur 95 000 euros. Puis l'année d'après, je perdrai 5% sur 95 000 euros, moins 5% de l'année d'avant. Et du coup, la valeur de l'épargne, eh ben, elle diminue de façon, de façon tout simplement, non pas linéaire d'ailleurs, mais limite presque l'inverse d'une exponentielle. Et donc, le problème, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'inflation, ça appauvrit l'épargnant. Donc ça, c'est le constat numéro un, mais ça enrichit quelqu'un d'autre. Oui, parce que quand il y a un perdant, il y a très souvent un gagnant. En tout cas, c'est le bon sens paysan qui nous le dit. Hein, je veux dire, c'est pas non plus très compliqué de le comprendre. C'est l'inflation, c'est bon pour les gens endettés. Alors, vous avez des États qui sont surendettés. Nous, par exemple, en France, on est bien endettés. L'inflation, ça nous arrange. Ben, ça nous arrange pourquoi? À cause de ce qu'on appelle les taux réels négatifs. Bon, les taux réels négatifs, pour faire simple, c'est vous empruntez quelque chose qui vous coûte 2%. L'inflation, elle est à 5%. Bah, ça veut dire que votre dette, elle coûte 2%, moins 5%, moins 3%. Autrement dit, si vous vous endettez, bah, chaque année, votre dette, elle coûte 3% moins cher chaque année. Voilà. Et c'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. C'est ça que les gens, il n'y a pas besoin d'être polytechnicien pour comprendre ça. Je pense que c'est du bon sens. C'est juste que demain, vous êtes un État, vous êtes endetté, l'inflation, c'est très bien. Ça veut dire que toute la dette que vous avez contractée, si elle est à taux variable, enfin même pas si elle est à taux fixe, avec une inflation très haute, elle vaudra plus rien d'ici quelques années, vous la rembourserez en monnaie de singe. Demain, vous avez de l'immobilier, vous êtes en France, on a de la chance. En France, on n'emprunte pas à taux variable comme aux États-Unis, donc c'est-à-dire que nos mensualités de crédit, elles suivent pas l'inflation. Hein. On peut emprunter à taux fixe à 2% par exemple aujourd'hui. Et ben, si l'inflation est à 10% demain, ça veut dire que chaque année, ma dette, elle me coûte 8% moins cher. 2% moins 10% égale moins 8. Donc chaque année, si j'ai pris un crédit de 100 000 euros et que mon taux sur 20 ans, il est de 2% et que l'inflation sur 20 ans, elle est de 10% chaque année, bah, chaque année, ma dette, elle me coûte 8% moins cher. En fait, on paye pour m'enrichir et acquérir un actif qui est payé par quelqu'un d'autre. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre quand aujourd'hui on est épargnant ou citoyen français, c'est de se dire, OK, le jeu va changer, l'inflation, elle est là aujourd'hui, elle serait peut-être là demain et serait peut-être là après-demain. Au lieu de subir et de se dire, bon, c'est la merde, on est foutu, c'est de se dire, OK, qu'est-ce que je vais mettre en place comme action, moi derrière, pour, un, déjà pas subir, et deux, trouver des solutions. Parce que, on s'entend, vous avez 70 ans, vous êtes en fin de carrière, vous avez déjà tout fait, et vous êtes dans une optique de transmettre votre patrimoine, vous n'avez pas les mêmes problématiques que quelqu'un qui a 20, 30, 40 ans et qui, lui, doit créer du patrimoine pour avoir déjà, un, quelque chose à léguer à ses enfants, et puis deux, surtout, se créer une retraite, parce que une autre réalité économique aussi, hein, démographiquement, on fait moins d'enfants. Et puis, au niveau du monde du travail, il y a une réalité aussi qui est simple, c'est qu'il y a les gens les gens commencent à travailler de plus en plus tard parce qu'ils font des études, et puis il y a de moins en moins de gens aussi qui travaillent, parce que le système social fait que, bah, aujourd'hui, tu travailles pas, bah, c'est quand même bien. Enfin, t'as quasiment les mêmes avantages que quelqu'un qui travaille. Je veux dire, entre toucher un SMIC et travailler, et puis toucher un petit peu moins, mais pas travailler, bah,
C'est quasiment la même chose. Parce que quand tu as travaillé pour un SMIC, bah, tu as quand même ton essence à payer, etc. Machin. Donc au final, si tu fais le calcul des charges et des revenus, ça peut revenir à quelque chose d'équivalent. Et donc, bah, le constat, il est simple. Le système des retraites, c'est un système un peu, voilà, un peu où les nouveaux vont payer pour les anciens. Et donc, il faut plus de nouveaux pour payer pour tous les anciens. Sauf que nous, on a moins de nouveaux travailleurs qui payent beaucoup d'anciens travailleurs. Et donc, logiquement, quand nous, aujourd'hui, si vous avez, bon, comme moi, à peu près la trentaine, 30, 40 ans, vous arriverez à la retraite. La réalité, c'est qu'il y a vraiment deux scénarios possibles. Un, la retraite n'existe plus. Ou deux, elle existe, mais au lieu de la toucher à 65, enfin 62, 65, vous la touchiez, bah là, ils veulent la passer à 67, mais peut-être que nous, quand on arrivera à la retraite dans 30 ans, du coup, hein, ils auront passé la retraite à 75, 80 ans. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut déjà vivre jusqu'à 75, 80 ans, il faut travailler jusqu'à 75, 80 ans, et ensuite, une fois que vous êtes à la retraite, à 75 ou 80 ans, il faut avoir aussi la force de vivre correctement. Donc, vous avez enfin fini de travailler, mais est-ce que vous êtes en état de profiter de la fin de votre vie? C'est une autre question. Parce que si on regarde aussi les chiffres, l'espérance de vie dans les pays développés, elle a stagné, voire même dans certains pays, elle recule. Donc, on n'est plus sur une croissance et je dirais un discours où on va vivre jusqu'à 150 ans en très bonne santé. Là, on a une stagnation, entre guillemets, du taux de longévité. Donc, c'est aussi une donnée à prendre en compte. Moi, je pars du principe qu'il faut quand même, un, ne pas compter sur l'État pour sa retraite, deux, se la créer soi-même, et trois, utiliser les cartes du jeu actuelles qui sont une inflation. Bah, écoute, on va jouer avec l'inflation, on va prendre de la dette, et comme ça, la dette coûtera moins cher. Et s'il n'y avait pas d'inflation, on aurait joué autrement. Mais dans tous les cas, il faut se prendre en main de ce côté-là, et ça, je pense que c'est évident. Et voilà. Voilà, mon cher Joseph. Très bien. Ah ben, très bien, merci pour ce long développement. Bon, c'est vrai que le système de retraite, de la manière dont vous en parlez, ça ressemble de loin à ce qu'on pourrait appeler une sorte de pyramide de Ponzi inversée finalement. Donc, est-ce que justement, alors pour l'inflation, j'avais une question à vous poser, mais vous y avez finalement bien répondu. C'était qui a l'intérêt à l'inflation? Donc, vous avez répondu, c'était finalement les États endettés. Non, mais j'irai même plus loin, bah, Joseph. Je vous en prie, si vous voulez amender, je vous en prie. Amendez donc. Non, mais pas de souci. Non, mais je dirais même tous les gens qui ont de la dette en général, en fait. Hein. C'est-à-dire que demain, vous êtes un chef d'entreprise, vous ouvrez un SPV, c'est-à-dire une société pour racheter une autre boîte, vous vous endettez auprès de la banque. Dans cette holding, vous mettez, je sais pas moi, 100 000 euros, vous empruntez 900 000 euros à la banque pour racheter une société. Bon, bah, votre dette de 900 000, avec l'inflation, les taux réels négatifs, elle vous coûte pas cher. C'est-à-dire qu'on vous paye pour acheter une boîte. En fait, quand vous comprenez ça, vous comprenez que dans un monde inflationniste, si vous pouvez emprunter à taux fixe et plus bas que l'inflation, c'est ça le move gagnant en tant qu'aujourd'hui investisseur. Et c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Les États endettés ont on gagne avec l'inflation, ça c'est sûr, mais toute personne effectivement qui a une dette à rembourser gagne parce que la valeur de la monnaie de cette dette baisse en valeur chaque année en fait, et surtout s'il y a cette stagflation. Très bien. Alors, un leitmotiv que je retrouve un petit peu chez nos invités, c'est notamment les Français ne sont pas formés en économie. Il faudrait peut-être les former. Donc, c'est la question de l'éducation économique. Alors, je sais que vous n'êtes pas responsable de maquette pédagogique, mais justement, puisque nos invités ont tendance à le dire souvent, est-ce que pour vous, ça serait très important et comment on pourrait former les Français à l'économie? Est-ce que ça devrait être intégré à un cursus scolaire de base, par exemple? Alors, Joseph, là-dessus, la question est très intéressante parce que effectivement, le système scolaire actuellement tel qu'il est, je le trouve pas forcément efficient, ou en tout cas, il n'est pas aussi efficient qu'il pourrait l'être parce qu'en fait, l'économie, déjà, c'est pas une science exacte. Donc, on peut apprendre certaines bases en économie en cours, mais la réalité du terrain est en général tout autre. J'ai une approche beaucoup plus pragmatique des choses parce que, effectivement, moi, je suis sur le terrain. Je suis chef d'entreprise, mais aussi investisseur. Et donc, moi, ce que je regarde, c'est les problématiques au jour le jour de comment est-ce qu'on va gérer tout ça, en fait, la trésorerie, etc. Machin. Ce que vous apprenez à l'école, en général, c'est bien pour passer des examens et choper un diplôme, mais sur le terrain, c'est pas ça qui aide, entre guillemets, à vraiment avancer. Nous, effectivement, sur Ultra Bourse, on produit du contenu éducatif, que ce soit sur YouTube, mais on a aussi des lettres. On a une newsletter sur laquelle on publie chaque semaine gratuitement des analyses macro. Moi, je pense que l'éducation, elle va le faire, et en tout cas, mon combat à moi et le combat d'Ultra Bourse, donc c'est ma société, c'est d'éduquer les gens, de vulgariser tous ces concepts économiques, de les rendre aussi cool
parce que je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre les choses aux gens, en fait, hein, c'est de leur proposer du divertissement, mais intelligent, hein. On peut se divertir de façon idiote, on peut aussi se divertir de façon entre guillemets éclairée. Je vois les vidéos aussi que vous avez fait sur Cercle Aristote avec Pierre-Yves Rougeron. Bah voilà, par exemple, ça c'est super. On rigole et en même temps on s'instruit. Je pense que le vrai combat en fait de l'éducation, il se passe là. C'est à nous de démocratiser ces concepts-là en les rendant ludiques et en les rendant intéressants. Le combat de le faire à l'école, ça n'a pas vraiment de sens parce que ils vont le faire d'une façon relou, c'est-à-dire de façon très théorique, très peu pragmatique. Et le problème, c'est que pour intéresser les gens, il faut que ce soit pragmatique. J'apprends une information, je dois pouvoir l'utiliser dans mon quotidien, sinon elle n'a aucune utilité. Et le problème de l'école, c'est qu'on apprend beaucoup de choses théoriques, mais qui, sur le terrain, ne se vérifient en général pas forcément. Donc, moi, je pense qu'effectivement, si on doit éduquer aujourd'hui les Français, ça se passera par le divertissement, ou en tout cas en créant des divertissements pédagogique, voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, merci beaucoup. Je prends votre gentil mot pour Pierre-Yves Rougeron. Je suis sûr que le patron appréciera. J'aime beaucoup ça. Alors, ah bah, nous donc. Justement, vous parlez d'éducation, pas forcément d'éducation populaire, mais vous rappelez votre mission pédagogique. Alors, je vois qu'il y a une question qui s'y prête bien. On va vous prendre un petit peu au mot. C'est une question de Caleb Marcus qui nous demande, Monsieur Tiger, pouvez-vous nous expliquer la notion de stagflation? Faisons de la pédagogie. Ouais, la stagflation, c'est tout simplement le fait que votre inflation, elle dure dans le temps, elle stagne entre guillemets. Hein. C'est-à-dire que typiquement, on peut avoir une inflation qui est transitoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez historiquement, par exemple, je vous donne un exemple concret. Imaginons que la moyenne de l'inflation en France, c'était de 1%. Je vous donne un exemple fictif sur 20 ans. On peut avoir un épisode inflationniste qui va durer très peu de temps. Donc, on va dire sur 2 ans, à cause du Covid, on passe de 1% à 8% d'inflation. Puis ensuite, on redescend à 1% et c'est fini. La stagflation, c'est ce qui aurait de pire parce que ça voudrait dire que l'inflation, elle dure. Elle fait 8, mais au lieu de redescendre à 1, par exemple, elle va rester à 6. Et elle va rester à 6 pendant 20 ans. 20 ans, pourquoi? Parce qu'on a mis en place des boucliers tarifaires, parce qu'on a mis en place tout un tas de mesures économiques qui font que on soutient cette inflation, vu qu'on la finance. Vous mettez en place aujourd'hui un bouclier tarifaire, qu'est-ce que ça veut dire? L'inflation, pour qu'elle s'essouffle, il faut aussi que les gens arrêtent de consommer à un moment donné. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez des prix qui augmentent parce que rupture des chaînes d'approvisionnement à cause du Covid. Plus personne peut payer, on passe de 8 et on retombe au niveau initial parce que plus personne n'a d'argent pour payer les plus 8% en fait d'augmentation de prix. Parce que si demain vous mettez en place un bouclier tarifaire, comme c'est le cas là actuellement, hein, énergie, pétrole, et vu que l'État subventionne une partie de ces dépenses-là, le Français, il paye peut-être pas le full price, enfin le prix entier des 8%, il va payer peut-être une augmentation de 2%, mais vu que l'État paye la différence des 6%, il y a quand même quelqu'un qui achète ce prix cher. Et donc l'inflation, elle redescend pas de 8 à 1, elle redescend de 8 à 6. Et comme il y a des boucliers tarifaires et plein d'autres mesures comme ça qui financent entre guillemets les hausses de coûts, on reste sur une inflation un peu haute et ça stagne dans le temps. Le problème, c'est que quand vous avez une stagflation, une inflation qui dure dans le temps de 6%, il faut que vos salaires augmentent en fait mécaniquement parce que sinon, soit l'État finance à vie cette espèce de déficit-là. Bon, en général, l'État, s'il finance à vie cette espèce de différence de prix, il y a un moment donné, en fait, il faut bien trouver l'argent quelque part. Donc, soit c'est augmentation des impôts sur les sociétés, soit c'est augmentation de la TVA, soit c'est augmentation de l'impôt sur le revenu, soit c'est les trois en même temps, soit c'est faillite, soit il faut emprunter sur les marchés. Enfin, mais l'argent, il faut le trouver quelque part. Je veux dire, c'est pas magique. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a rien de pire, en fait. Hein, parce que ça veut dire que soit on creuse le déficit de l'État, soit vous devez gagner plus d'argent, mais comment? Parce que voilà, on n'a plus d'industrie, etc. Donc on est un pays qui fait du tertiaire, donc sur du service, voilà. Ou alors, il faudrait devenir un pays encore plus touristique et il faudrait baser tout le business là-dessus. Mais enfin, j'en doute fort. Soit c'est foutu, quoi. Enfin, soit faut placer son argent, soit faut déménager. Enfin, voilà, c'est pas compliqué. Soit faut avoir son épargne dans une autre devise. Voilà, une devise plus forte où il y a moins de variations, ou une devise plus stable. Ça peut être aussi la solution. Voilà. Alors, on va passer peut-être à un petit peu plus de prospective. On reviendra il y aura la dernière partie de l'émission qui sera consacrée aux questions du public. Mais pour l'instant, on va rester sur la partie prospective et disons
prise de hauteur justement sur les solutions envisagées alors à votre discours, je comprends bien que vous n'êtes pas forcément, certainement comme Monsieur Lohmann, pour l'austérité, c'est-à-dire bon, ben, pour se sortir de la boucle, disons la solution qui paraît la plus bourrine, entre guillemets, c'est de réduire le déficit structurel. En gros, c'est ce qui pourrait paraître le plus sensé. Alors vous, quelle serait l'autre solution? Et est-ce que vous pouvez peut-être expliquer également pourquoi l'austérité vous paraît être compliquée, on va dire ça comme ça, ou insuffisante? Alors non, justement, moi je suis d'accord avec Alexandre. Je suis plutôt pour l'austérité. Je suis plutôt pour... Oui, très bien, expliquez dans ce cas-là. En fait, si vous voulez, le chantier en fait des dépenses en France, il est monumental. C'est-à-dire que l'argent public en fait est tellement mal géré que, je sais même pas par où commencer. Enfin, je veux dire, il y a des dépenses sociales qui sont trop élevées. On est le pays qui dépense le plus là-dedans. L'accès au social est d'ailleurs trop facile. Enfin, non, mais il y a déjà un vrai chantier sur la réduction des dépenses avant de penser à augmentation des revenus. Voilà. Pour les taxes, effectivement, on est un pays, on est un État qui prélève beaucoup. On voit de toute façon que si les citoyens ne gagnent pas plus d'argent, on a beau prélever beaucoup, on peut pas prélever plus parce qu'à un moment donné, il n'y a plus rien à donner. Je veux dire, quand vous prélevez les gens à 60%, voire même plus, il reste plus rien à prendre à la fin. Donc, soit ils augmentent leurs revenus, ça augmente vos revenus en tant qu'État via les taxes, soit ils augmentent pas leurs revenus, donc ils gagnent pas plus d'argent. Et puis, vous augmentez pas vos revenus, donc vous atteignez un point en fait d'inflexion, et c'est un petit peu le point qu'on a atteint aujourd'hui, c'est que les prélèvements obligatoires n'ont jamais été aussi importants, et pourtant, vous avez des prestations sociales ou même tout ce qui est régalien, c'est-à-dire sécurité, même santé, qui sont de plus en plus pourris, il faut le dire. Je veux dire, vous payez de plus en plus cher pour de moins en moins de prestations. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre que ça ne va pas tenir indéfiniment. Ça tient là aujourd'hui, mais on est sur un pays qui déjà commence à se craqueler. Je veux dire, on est sur un pays qui a deux doigts, entre guillemets, de se casser en deux, de se battre, et puis de finir comme le Liban, comme le dit Olivier. Moi, je partage sa thèse. On est un pays au bord de la guerre civile aujourd'hui. On est un pays fractionné. Donc, non, moi, je suis pour le... alors, l'austérité, il faut définir austérité. Qu'est-ce qu'on appelle austérité ? Est-ce qu'on appelle austérité le fait de mieux dépenser, de mieux gérer ses dépenses publiques ? Non, pour moi c'est du bon sens paysan. Je veux dire, tu dépenses pas plus que ce que tu rentres chaque année. Si tu as un problème sur tes revenus, tu gères ton problème de revenus, mais tes dépenses déjà tu vis pas comme si tu étais un pharaon. Et je pense qu'aujourd'hui en France, on vit comme si on était des pharaons, on dépense de l'argent n'importe où. Il y a aucun, si vous voulez, il y a aucune responsabilité sur l'utilisation de l'argent public, ce qui est dommage parce que les gens se font prélever énormément. D'ailleurs, il y a de moins en moins de gens qui travaillent, donc il y a de moins en moins de gens qui payent de l'impôt pour beaucoup de gens qui n'en payent plus. Donc déjà, rien que là, on a un pays qui commence à se diviser en deux. Vous voyez, on voit que les gens qui travaillent commencent à en avoir marre, et les gens qui travaillent pas commencent à détester les gens qui travaillent parce qu'ils pensent que c'est eux la cause de tous leurs problèmes. Donc, et pareil, donc pour l'austérité, typiquement, la mesure d'un bouclier tarifaire, pour moi, c'est une mesure anti-austérité. C'est-à-dire que la réalité des choses, c'est que vous mettez en place aujourd'hui un bouclier tarifaire. Vous financez, en fait, si vous voulez, cette espèce d'inflation indirectement. Et vous maintenez cette inflation indirectement. Alexandre en parlait très bien dans une vidéo qu'on a faite ensemble. Si vous mettez en place des mesures, des chèques inflation et ce genre de choses, vous allez contribuer à cette stagflation, et si votre population, elle, n'a pas d'augmentation de revenus, elle s'appauvrit. Donc, elle s'appauvrit, elle a de moins en moins d'argent disponible pour vivre. Vous la prélevez de plus en plus avec vos impôts parce que vous dépensez de l'argent dans ces chèques inflation, il faut bien en rentrer quelque part, et vous n'avez pas 10 000 solutions. Ce qui rapporte le plus d'argent à l'État aujourd'hui, c'est la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, donc c'est la consommation des gens. Donc vous allez augmenter la TVA, les gens vont consommer, ils vont payer, ils auront de moins en moins de produits sur ce qu'ils consomment. Vous achetez un sandwich, je dis une bêtise, la baguette fait 30 cm, si vous augmentez la TVA, le boulanger, il va pas changer son prix parce qu'il veut toujours que la personne achète son sandwich, mais il va lui donner moins de baguettes. Et en fait, c'est ce que vous voyez d'ailleurs aujourd'hui dans les rayons de supermarché. Vous regardez, vous allez au rayon viande, vous prenez des lardons, vous regardez derrière la boîte fait ça, et il y a la moitié de lardons de rempli, et la moitié c'est du vide. C'est ce qu'on appelle de l'inflation, non pas par le changement de prix, mais par la diminution de la quantité de ce que vous avez pour le prix que vous payez. Et en fait, c'est ça qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on essaie de pas trop changer les prix parce que les gens gagnent pas plus d'argent, donc on peut pas
en fait, trop augmenter les prix, bah, on va diminuer ce qu'ils ont pour le même prix. Pour 2,50 €, vous aviez 100 grammes de viande, bah, pour 2,50 €, vous aurez plus que 80 grammes de viande, et puis un jour, pour 2,50 €, vous aurez plus que 50 grammes de viande. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, on ne doit pas financer cette inflation, pour pas tomber dans ce scénario stagflation, et pour pas ruiner la vie des gens, en fait. Parce que on aurait aujourd'hui une économie un peu différente. On serait un pays producteur de matières premières, on aurait du pétrole, tiens, par exemple, le truc le plus simple. À la limite, on n'aurait pas ces problèmes-là, parce qu'on produirait quelque chose qui s'échange donc partout dans le monde, qui est très liquide, que tout le monde veut. On pourrait faire partie des alliances des pays exportateurs de pétrole, on pourrait s'arranger sur les prix, et en fait, bah, il y a une inflation, ok, c'est pas grave, nous on produit en fait quelque chose qu'on peut vendre plus cher, et donc nos citoyens qui bossent dans l'industrie pétrolière pourraient gagner plus d'argent, et puis en fait on pourrait équilibrer tout ça. Sauf que nous on fait du tertiaire, c'est-à-dire on fait du service. La France est devenue un pays de villégiature, on vient pour ses vacances, on vient pour manger au restaurant. Donc nous on dépend de l'argent des gens qui viennent dépenser chez nous. Et même les belles entreprises qu'on avait en France, on est en train soit de les délocaliser, ou on les a quasiment toutes délocalisées, ou alors on les brade. C'est-à-dire les fleurons nationaux sont en train d'être bradés. Ou alors on les gère tellement mal qu'on est obligé de les nationaliser. Le dossier EDF, machine de guerre qu'on a nationalisé, on a fait n'importe quoi sur la gestion, et on repère de l'argent. Donc oui, il faut une petite cure d'austérité, ou en tout cas il faut commencer à mieux maîtriser ses dépenses, parce que de toute façon, la façon dont on fonctionne là aujourd'hui, ça ne marchera pas indéfiniment. C'est-à-dire que là, ça marche enfin, ça a marché, on a financé parce que on émettait de la dette en France à zéro, on empruntait à rien, hein, en fait. Hein. Si vous voulez, c'était gratuit de s'endetter pour nous, hein, parce que tout le monde avait confiance en l'euro, et c'était un peu le narratif. Sauf que là, le narratif, il change avec cette guerre qu'on a en Ukraine. Les taux montent, ça coûte de plus en plus cher de s'endetter. Et puis d'ailleurs, ils ont fait un truc intelligent. Ils ont émis les obligations indexées sur l'inflation. C'est-à-dire qu'on pouvait emprunter à taux fixe. On s'est dit, tiens, ce serait cool d'emprunter à taux variable. Quel intérêt d'emprunter à taux variable quand on peut emprunter à taux fixe bas, en fait? C'est comme si demain, vous me dites, je peux faire un crédit pour acheter de l'immobilier sur 20 ans à 2%, et vous décidez de vous dire, tiens, j'aimerais bien emprunter à taux variable parce que bon, ça peut peut-être baisser, on peut peut-être passer de 2% à 1%. Ouais, mais on peut aussi peut-être passer de 2% à 10%. En fait, la marge de protection entre 2 et 0%, tu peux gagner 2% maximum, parce qu'après, quand tu empruntes à 0, c'est gratuit. Mais ce que tu as à perdre, c'est 2 à 10, voire 2 à 100%, ou 2 à 1000%. Il n'y a pas de limite à la hausse. Donc, c'était une décision qui, pour moi, était débile. Elle n'avait aucun sens. Elle a été faite pour faire plaisir, à mon avis, aux copains, effectivement. Et ça pareil, c'est anti-austérité, c'est-à-dire qu'on fait des choses, on perd de l'argent, on se dit que c'est pas nous qui payons, on s'en fout. En tout cas, quand les gens se rendront compte de ça, nous on sera plus là. Mais la réalité, c'est que c'est l'avenir entre guillemets des enfants qu'on hypothèque, hein. Enfin en tout cas de nos enfants, hein, parce que nous on va en payer une partie, hein, on va payer l'addition de ce que nos parents ont fait, mais nos enfants vont payer l'addition de ce que les gens au pouvoir aujourd'hui, quand nous on est adultes, font. On hypothèque en fait, si vous voulez, l'avenir à chaque fois des générations futures. Ça peut pas bien se passer. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y aura moins de revenus pour les générations futures, donc on va couper les budgets de l'école, on va couper les budgets des soins, de tout ce qui est soins santé, on va couper les budgets de tout ce qui est soins sécurité, on va privatiser des secteurs stratégiques, et puis ça va coûter de plus en plus cher de se soigner, parce que ça sera sûrement privé. La sécurité, à voir, peut-être que les gens vont se protéger eux-mêmes. Et l'éducation, si dans le public elle est plus bonne, les gens vont devoir payer comme aux États-Unis très très cher pour s'éduquer, puis ils vont se prendre des crédits étudiants, et puis ils vont s'endetter sur des sommes faramineuses pour avoir un morceau de diplôme qui leur permettra d'avoir le droit de rembourser la dette qu'ils ont contractée pour travailler sur un nombre incalculable d'années. Donc en fait, c'est juste n'importe quoi, hein. C'est juste n'importe quoi. On n'est pas du tout sur le bon chemin, et il faut rectifier le tir assez rapidement. Eh ben justement, vous commencez à l'aborder, pour rectifier le tir, la question qui se pose, c'est la question du politique. Bon, peut-être pas non plus, je sais que vous ne vous définissez pas comme politique, donc on va rester, Non, on va dire absolument ça, pas, ouais. mais d'un point de vue, disons, bon, très bien, ne soyons pas sages. Mettez les pieds dans le plat, dans allez-y, Joseph. Bon, la question du politique fondamentale, c'est que faire? Donc à partir de là, compte tenu du paysage économique français, est-ce que vous serez plutôt un partisan de l'étatisme et de la planification? Est-ce que vous croyez que ce modèle-là est fini? Est-ce que vous pensez que le marché peut
peu régulé. Enfin, quelles seraient disons, vos grandes orientations? Alors, moi, effectivement, comme vous le dites, la politique, moi je suis quelqu'un de pragmatique, hein, chef d'entreprise, et la politique, au final, pour moi, c'est du marketing. C'est-à-dire que vous regardez aujourd'hui tous les partis en France, c'est copier-coller, mais avec une couleur différente. Vous avez les mêmes céréales avec un packaging différent. Voilà, c'est juste ça, parce qu'ils proposent tous plus ou moins la même chose. Et le gros problème surtout, c'est qu'ils veulent en fait rester dans cette espèce d'Union européenne qui ne nous sert à rien, parce que l'Union européenne nous servirait. Et si on bénéficiait vraiment d'une Union européenne et du système de l'Union européenne, je ne serais pas contre. Mais la réalité aujourd'hui de la France, c'est que cette relation avec l'Union européenne, elle est un peu unilatérale. C'est-à-dire qu'en fait, il y a qu'un parti qui donne et puis l'autre profite et puis rend pas ce qu'il faut en retour. Donc, moi, le jour où il y a un parti politique, effectivement, qui aura un vrai plan en fait indépendant. Moi, franchement, ce qui se passe au Royaume-Uni, je trouve pas forcément ça déconnant. Et encore une fois, hein, sortir de l'Union européenne, ça se fera jamais. Ça se fera jamais dans la douceur. Effectivement, il y aura de la douleur. On va repasser sur une monnaie nationale, ça va être dur. Mais pour moi, effectivement, la solution passerait là, parce qu'en fait, le problème de l'Union européenne, c'est qu'on a des règles qui sont faites pour 27 pays qui sont totalement différents. C'est comme si vous aviez 27 gugus dans une classe, il y en a 10 qui font 1m90 et 10 qui font 1m10, et puis il faut leur donner les mêmes règles, en fait. Il faut leur dire de mesurer aux deux 1m50 parce que comme ça on équilibre tout le monde. Ouais, mais celui qui fait 1m10, il peut pas grandir, hein. Enfin voilà. Et celui qui fait 1m90, il va pas couper ses jambes pour faire 1m50. Bah, c'est ça le problème de l'Union européenne aujourd'hui. Le problème, c'est que du coup, il y a beaucoup de réglementations qui sont pas forcément adaptées pour nous. Bon, bah, typiquement, rien que sur le dossier de l'énergie, nous, on produisait de l'électricité pas chère, on devait la racheter plus chère à cause de ce règlement européen. Donc, c'est déjà pas logique, en fait, si vous voulez. Il y a des pays dans l'Union européenne qui vont appliquer les régulations de l'Union européenne et d'autres pas. Nous, on fait partie de ceux qui veulent jouer les bons élèves, mais on comprend pas pourquoi, parce que cette relation, elle ne nous profite même pas, en fait, hein. Donc, je comprends pas. Je comprends pas. Parce qu'en fait, c'est juste pas logique. Et oui, en fait, pour moi, la solution passerait par justement un regain, entre guillemets, d'indépendance pour pouvoir, en fait, retravailler sur des bonnes bases et en fait retravailler sur les bases qui nous intéressent nous. Les bases qui nous intéressent nous, au final, c'est quoi? C'est pas les 27 pays de l'Union européenne, parce qu'au final, on les connaît pas. Et ces pays-là ont leurs propres problématiques, c'est pas nos problèmes. Nous, on a déjà assez de problèmes à gérer en interne. On devrait déjà se dire, OK, sur ce territoire-là, sur ces 600 et quelques 1000 km² de territoire, on a ça comme problème. On règle ces problèmes. Et après, on passe à autre chose. Et après, si vous voulez, on parle avec les autres pays, machin, hein. Mais déjà, on règle les problèmes qu'il y a là, on fait en sorte que la machine roule bien, on fait en sorte que les dépenses ne soient pas supérieures aux recettes de l'État. Et à partir de ce moment-là, déjà, on pourra commencer à réenclencher quelque chose d'intéressant. Et une fois que la machine sera relancée, on pourra petit à petit baisser la pression fiscale sur les citoyens, sur les entreprises. On pourra du coup attirer de nouvelles entreprises étrangères pour venir en France parce que le climat sera propice justement à l'investissement en France, ce genre de choses-là. Et là, le problème, c'est que on est dans une relation à sens unique, et cette relation à sens unique, c'est un petit peu comme une femme battue et un mari qui la tabasse. Nous, on est la femme battue, hein, on l'aime, le mari, mais on se fait tabasser, et ça n'a aucun sens, en fait. Je veux dire, c'est strictement, ça n'a aucun sens. Donc aujourd'hui, l'Union européenne qui donne les ordres, c'est l'Allemagne. Et l'Union européenne, à la limite, j'ai envie de vous dire, profitez à l'Allemagne jusqu'à il n'y a pas forcément très longtemps. Maintenant, la chute de l'euro va venir tout bousculer. Mais nous, en tout cas, je vois pas trop le gros intérêt qu'on a eu, hein. Je veux dire, le français, depuis l'euro, je pense pas que sa qualité de vie ait augmenté, hein. Je pense plutôt que ça soit fortement le contraire. Je pense plutôt que la qualité de vie des Français s'est dégradée depuis l'euro. Donc bon, la chose la plus logique, c'est de faire ce que les Britanniques ont fait. Ils ont mis un demi-pied dans la zone euro, hein. Ils n'avaient pas fait le plongeon total. Les mecs se sont rendus compte que c'était un bordel monstre. Ils sont repartis aussi vite. Bon, c'était peut-être ce qu'il fallait faire. Bon, autant prêcher certainement la sortie de l'Union européenne, disons dans les grands médias, vous risquez de prêcher dans un désert, autant sur la chaîne Twitch du CA, je pense que l'église est pleine. Donc, oui, mais c'est du bon sens, c'est ce qu'on dit, hein, c'est du bon sens paysan. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être polytechnicien pour comprendre que ta qualité de vie s'est dégradée, que tu gagnes pas plus d'argent, que toutes tes grosses entreprises se sont barrées. Enfin,
veux dire, le bilan, il est pas compliqué, en fait, hein. Je veux dire, il suffit d'ouvrir les yeux, quoi. Mais je suis persuadé que, enfin, je veux dire, les gens, même si la majorité des gens s'intéressent pas à ça, il y a un moment donné, en fait, ça va forcément émerger. Parce qu'on est, on est en train de vivre une crise qui est inédite. Ça va forcément émerger. Les gens vont se poser des questions, vont se dire mais attendez, c'est pas possible quoi. Je veux dire, l'euro perd 20% à un an. Là, les gens vont commencer à se rendre compte qu'ils perdent 20% sur un an face au dollar. Depuis le 1er janvier, on est le 3 novembre. L'année prochaine, bon, on va reperdre encore un petit peu. Ils vont forcément se poser des questions parce que en fait, quand ils vont se rendre compte que partir à l'étranger en vacances, ça va leur coûter plus cher ou qu'ils ont plus de pouvoir d'achat, là, ils vont se rendre compte qu'il y a un truc qui cloche avec l'euro. Parce qu'ils vont se dire, mais je peux plus partir en vacances à l'étranger, je suis obligé de rester ici en France. Parce que j'ai plus les moyens de payer des. Et c'est là, en fait, qu'ils vont percuter. Et donc, logiquement, on y arrivera, en fait, à cette question un jour ou l'autre, en fait. Hein. Je pense que c'est une question de temps. Mais il faut aussi avoir des leaders politiques là-dessus qui fassent bien le boulot. Après, ça, c'est pas mon boulot, c'est plus. Voilà, c'est les mecs qui font ça. On compte un petit peu sur eux, quoi. Les gens ne changent que quand ils souffrent et ils sont amenés à souffrir, donc peut-être qu'il y aura du changement. Donc, à partir de là, j'aurais une dernière question sur l'actualité, puis on passera aux questions avec le public. C'est la fragilisation de l'économie chinoise, disons les premiers soubresauts de cette économie-là, que ce soit avec donc la bulle spéculative immobilière qui leur pend au nez. Est-ce que, quelles seraient, disons, les répercussions selon vous d'un déraillement de la locomotive de l'économie mondiale au sein d'une économie mondiale qui est déjà fragilisée? Bon, en fait, si vous voulez, les crises sur la Chine, ça fait des années qu'on en entend parler. Alors, vous avez les chiffres officiels qui publient, les chiffres officieux. Les chiffres officieux, nous, on ne les connaît pas. En fait, des crises des crises, bon, en Chine, on en parle assez souvent, mais je pense pas que l'économie chinoise déraille. Ils sont plutôt même dans une position confortable. Ils sont en train, avec tout le bloc des BRICS, justement, de se faire énormément d'argent, parce qu'en fait, on a mis des sanctions sur toutes les énergies russes, mais en fait, ce qui se passe, c'est que c'est les pays des BRICS qui nous revendent cette énergie en prenant leur marge. Donc nous, on n'a plus le droit d'acheter directement notre énergie à la Russie. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on passe par un intermédiaire qui, lui, l'achète auprès de la Russie, mais on ne l'achète pas directement auprès de la Russie. Donc, on respecte les règles qu'on a mis en place. Donc si vous voulez, en fait, il y a une vraie redistribution des cartes au niveau géopolitique. Donc c'est ce qu'on appelle un nouvel ordre. Hein. Voilà, il y a un nouvel ordre. Bon, de toute façon, le monde n'est que changement. Donc au final, le monde n'est que nouvel ordre. Voilà. Et la puissance déclinante, on la connaît tous aujourd'hui. Hein. La puissance qui décline, qui souffre, c'est effectivement les États-Unis. Ils ont les mêmes problèmes que nous, hein, mais en pire. Et la Chine, pour moi, non. Le scénario d'une crise chinoise, alors oui, effectivement, peut-être qu'ils ont cette spéculation immobilière, mais enfin, j'ai envie de vous dire, c'est des pays qui sont stratégiquement tellement bien situés, tellement bien positionnés, et qui ont accumulé des réserves aussi de métaux précieux d'or, et qui vont peut-être même d'ailleurs lancer leur monnaie adossée à de l'or. Et en fait, ils essaient de créer un espèce d'équivalent dollar, hein, un espèce ils essaient de créer la monnaie qui va contrer le dollar, le bloc un petit peu Chine, Russie et tous les autres pays qui exportent du pétrole ou des matières premières. Bon, la Chine n'est pas dans le pétrole, mais on s'entend. Enfin, je veux dire les BRICS quoi, en général. Non, moi je pense pas qu'ils soient mal positionnés, hein, bien au contraire. Moi je pense qu'ils jouent très bien leur jeu, qu'ils sont prêts, que ça fait des années qu'ils se préparent. Et que c'est peut-être dans le futur, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être dans 10 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, peut-être que ça sera eux qui détiendront la monnaie, en fait, qui aura le plus de valeur parce peut-être qu'ils mettront en circulation une monnaie qui sera échangeable contre de l'or, et donc ça sera l'équivalent du dollar avant Bretton Woods, en fait. Hein. Et donc le dollar qui pouvait être échangé en or et qui était une monnaie qui reposait sur quelque chose de tangible, en fait. Voilà, c'est ça ma vision des choses sur la Chine. Donc, question de Sephiras6. Pourquoi les marchés sanctionnent un pays qui réduit les impôts? Ça paraît contre-intuitif. Alors, en fait, si vous voulez, le plan économique qu'avait présenté Liz Truss était fortement déficitaire parce qu'effectivement, elle a baissé, si vous voulez, les impôts, donc les revenus directs. En tout cas, c'est ce qu'elle voulait. Elle voulait le faire notamment aussi pour une tranche de citoyens qui gagnaient plutôt bien leur vie. Et donc, logiquement, en fait, les marchés s'ajustent. C'est-à-dire qu'ils vont faire les calculs et ils vont estimer qu'en fait, le déficit budgétaire du Royaume-Uni va être trop grand.
et donc que ça ne justifie plus que le Royaume-Uni emprunte à des taux potentiellement bas. Et donc, ils vont augmenter les taux auxquels ils lui prêtent de l'argent parce qu'ils estiment que le risque qu'ils prennent en prêtant de l'argent à un État qui tente une stratégie novatrice, en fait, c'est surtout ça, hein, c'est le fait que la stratégie soit un petit peu, c'était une stratégie controversée, elle faisait pas l'unanimité, ils se disent, ok, on sait pas si ça va marcher votre truc, on prend un risque, on vous prête pas gratuitement, on vous prête pas de l'argent bon marché, on va vous le prêter très cher, et c'était de là que ça venait en fait. Alors. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez toujours? Ouais. Beaucoup de questions, donc si vous pouvez essayer d'être tout aussi, disons, exhaustif et concis, ça serait très bien pour essayer de répondre au maximum de questions de nos auditeurs. Donc, nous avons une question de Chando qui demande: Keynes trouvait un avantage à l'inflation, cela servirait à euthanasier les rentiers selon lui. Qu'en pensez-vous? Alors, la question c'est, est-ce que l'inflation va euthanasier les rentiers, c'est bien ça? Oui, saupoudré de Keynes, visiblement, parce que nous sommes des gens cultivés ici. Alors ça dépend de ce que vous appelez rentier. Il faut déjà définir rentier. Est-ce que rentier, c'est quelqu'un qui a un actif qui est payé cash? Auquel cas, oui. Si c'est ça, oui, ton actif qui est payé cash, il n'y a pas de dette en face, donc en fait, il perd de la valeur dans la monnaie qui elle-même est dévaluée, plus ton flux d'argent, ton cash flow, c'est-à-dire l'argent que tu récupères de ton actif, perd lui aussi de la valeur. Oui, et dans ce scénario-là, vous perdez de l'argent. Le salarié perd de l'argent, le rentier cash, hein, c'est-à-dire celui qui a un actif payé, qui peut être d'ailleurs, on peut peut-être même le mettre dans la catégorie entre guillemets épargnant, enfin, ou en tout cas, oui, c'est ça, hein, parce qu'il n'a pas de dette en face. Oui, lui, effectivement, il va perdre de l'argent. Mais toutes les personnes qui ont une devise et qui ont un flux d'argent d'une devise et qui n'est pas supérieur à l'inflation perdent de l'argent. Alors après, il y a un autre truc à prendre en compte, c'est ça dépend de quel type de rentier. C'est pour ça que je disais définir le mot rentier. Parce qu'après, logiquement, si vous êtes rentier, vous détenez des actifs. Vos actifs, logiquement, ils peuvent aussi s'apprécier en valeur en fonction de ce que vous avez acheté. Et ce qui se passe aussi, c'est que quand vous avez de l'inflation, en fonction de ce que vous avez comme actif, votre actif va aussi prendre de la valeur. Et potentiellement, les revenus que vous tirez de cet actif peuvent aussi prendre de la valeur. Donc, soit supérieur à l'inflation, soit suivre l'inflation. Auquel cas, en fait, votre rentier, avec l'inflation, il ne s'appauvrit pas. Parce que son actif couvre son inflation. C'est d'ailleurs même le principe d'un actif. Si l'actif ne produit pas de valeur et je dirais même ne couvre pas l'inflation, c'est plus un actif, c'est un passif. Ça vous fait perdre de l'argent, donc ça sert à rien de l'avoir. Donc, faut définir cette notion de rentier. Il faut voir la classe d'actifs et de quoi est constitué son portefeuille. Si historiquement c'est un mec qui a de l'immobilier, c'est simple, hein, vous comparez la courbe de l'inflation et l'augmentation du prix de l'immobilier dans la ville où il a acheté, c'est simple, hein, si l'inflation elle est à 5% chaque année sur 20 ans et que le prix de l'immo sur 20 ans il a augmenté en moyenne de 8,5%, c'est le niveau d'augmentation historique de l'immobilier sur une très longue période en France, c'est 8,5 la moyenne. Bon, vous avez couvert, vous couvrez votre inflation, donc en fait l'inflation vous en foutez parce qu'elle est compensée par la hausse de l'actif, par la hausse de la valeur de l'actif. Par contre, si vous avez quelque chose qui est stable et qui monte pas en valeur mais qui a été payé cash, oui là effectivement vous souffrez. Donc c'est pour ça, bien définir la notion de rentier, bien définir l'actif qu'il a et voir si son actif bat l'inflation ou pas. S'il ne bat pas l'inflation, malheureusement, il perd de la valeur ou en tout cas il perd de l'argent, du pouvoir d'achat, je dirais. Plus que de l'argent, parce que de l'argent, oui, il le perd indirectement. Il le perd via ce qu'il ne peut pas consommer ou la valeur moindre de l'argent qu'il va tirer lors de sa revente. Merci beaucoup. Alors, question moins théorique et plus pratique, question investissement. Est-ce le moment propice pour s'endetter afin de devenir propriétaire malgré les remontées de taux? Alors, c'est une bonne question. Là, il y a deux écoles. Bon, alors moi, je vais vous dire, je suis jeune, donc je suis plutôt de l'école de pensée dont je vais prêcher, mais en fait, pour moi, c'est encore une fois du bon sens paysan. Je regarde juste ce que font les plus gros acteurs du marché aujourd'hui, les BlackRock et même les gros hommes d'affaires. Hein. Vous avez LVMH qui avait racheté Tiffany's pendant la crise du Covid, ils se sont endettés, ils savaient qu'il y aurait de l'inflation. Pour moi, oui, en fait, mais après, c'est... pour moi, prendre de la dette sur un actif qui est de l'immobilier, qui potentiellement, en fait, propose un risque maîtrisé, en fait, même si avec l'inflation,
à court terme, votre immobilier va baisser parce que les taux hauts, ça veut dire moins de personnes qui ont accès à un certain crédit et donc moins de pression, entre guillemets, acheteuse. Du coup, votre prix de l'immo va baisser, mais derrière, vos loyers, ils baissent pas en fait quand l'inflation monte. Vos loyers, ils sont à minima stable, donc ça va augmenter la rentabilité de votre bien. Deux, vous empruntez à taux fixe en France. Demain, on serait aux États-Unis, j'aurais peut-être un discours différent parce qu'ils ont des taux variables. Nous, on est en France, on a des taux fixes sur des longues périodes, 20 ans, 25 ans. On a une chance qui est super, c'est qu'on peut renégocier notre crédit à la baisse quand l'inflation baisse. Si j'emprunte aujourd'hui à 2%, que l'inflation tombe à 0%, enfin 0,5%, et que j'ai un bon dossier bancaire, je peux aller voir mon banquier, lui dire « Salut, je veux renégocier mon crédit à la baisse ». Et s'il dit non, je vais voir une autre banque. Par contre, si l'inflation monte et que j'ai emprunté à 2%, ma banque, elle va pas remonter mon taux. Contractuellement, j'ai signé 2%. Donc pour moi, oui. Deux, en fait, l'immobilier offre une certaine sécurité. Et après, il y a deux écoles là-dessus. Mais il faut juste le faire différemment, encore une fois, de ce que faisaient nos parents. C'est pas acheter un bien, le garder 20 ans et acheter n'importe quel, ce que j'appelle une merguez, hein, c'est-à-dire vous achetez un bien immobilier surcoté n'importe où dans le neuf à plus 30% par rapport au marché et vous espérez faire une culbute dans 15 ans. Non, là, faut être, en fait, si vous voulez, le marché de l'immobilier aujourd'hui, contrairement à il y a des années, il faut être plus sélectif, plus technique et je dirais plus précis dans votre approche. Il faut être capable de repérer la bonne affaire. Il faut être capable aussi de maîtriser sa fiscalité. Bon, les règles fiscales en immobilier, elles sont pas très compliquées, mais il faut quand même les apprendre par cœur. Et puis derrière, il faut réussir à sécuriser un taux en fait sur 20 ans, enfin un taux qui est intéressant. Pour moi, la question, c'est pas est-ce que je dois faire de l'immobilier, c'est est-ce que je peux faire de l'immobilier, parce que quand on est un particulier, il n'y a pas 10 000 façons d'emprunter de l'argent à la banque, et donc il n'y a pas 10 000 façons de profiter des taux réels négatifs. Vous voulez acheter des actions en bourse, la banque ne vous prêtera pas 1 euro, il faudra le faire en fonds propres, donc c'est pas intéressant. Vous voulez acheter de l'immobilier, la banque peut vous demander 10% d'apport, elle vous prête 90% de la somme restante en fait. Donc ça veut dire que je mets 10 et j'ai 90 qui est financé, et ces 90 financés, en plus, la dette, les 90 que je dois rembourser, 90% d'emprunté, ça vaut de moins en moins chaque année grâce à l'inflation, s'il y a une stagflation, vu que j'ai sécurisé un taux bas. Donc il n'y a pas 10 000 choses pour lesquelles la banque prête de l'argent et des grosses sommes d'argent et qui peuvent offrir une certaine sécurité. Maintenant, faut pas acheter tout et n'importe quoi. Faut être vraiment très, très, très sélectif sur ce que vous allez acheter en immobilier, parce que le marché, il est plus comme avant. Il est plus technique qu'avant. Voilà, c'est un marché plus de techniciens où faut maîtriser beaucoup plus vos points d'entrée et négocier beaucoup mieux vos achats en fait. C'est ça la bonne stratégie selon moi. Merci beaucoup. Alors, question conseil, que pensez-vous des conseils de gens comme Oussama Hamar? Et si vous n'y avez pas grand-chose à penser, si vous pouvez recommander des noms qui vous semblent pertinents pour analyser le climat économique de ces derniers temps, je vous en prie. C'est une question de Joue la scène, pardon. Oui, alors juste la question, c'était qu'est-ce que je pense des conseils d'Oussama Hamar? Alors sur quel domaine du coup? Parce qu'il est plutôt entrepreneurial de mémoire. C'est très, très général. Donc il n'y a pas de précision de la part de l'intervenant. Donc effectivement, si c'est entrepreneurial, sa qualité principale, passons à l'entrepreneuriat. Non, c'est quelqu'un qui est intéressant en fait, qui a une bonne culture générale, qui parle de plusieurs sujets. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ses conseils sur l'entrepreneuriat? Pour moi, je trouve qu'ils sont bons. Après, c'est un conférencier, quoi, donc je vois pas trop ce que je peux dire. Enfin, je veux dire, il fait des vidéos un petit peu sur tout, donc non, moi j'aime bien son travail. Je sais qu'il est au cœur d'une polémique actuellement. Bon, après ça, c'est des histoires, ça ne me regarde pas forcément. C'est un très bon communicant, c'est un très bon conférencier, c'est quelqu'un qui argumente très bien, c'est quelqu'un qui a une capacité à fédérer. Qu'est-ce qu'il a donné? J'ai pas vu ses dernières vidéos économiques. Moi, je regardais ses vidéos plus sur le thème de l'entrepreneuriat. Effectivement, les conseils qu'il donnait avaient une haute valeur ajoutée, dans le sens où sur le marché français, il y avait personne qui distillait ce niveau d'éducation sur l'entrepreneuriat. Et oui, effectivement, nous, quand on a monté les sociétés, on regardait ces vidéos. C'est vrai que c'est motivant. Il y a des bons conseils. Nous, on a appliqué pas mal de choses. Ça marche. Enfin, en tout cas, ça a marché. Et globalement, ce qu'il a fait, c'est un travail de vulgarisation. Hein. Il a pris ce qui se faisait aux États-Unis, il l'a vulgarisé, il l'a transmis en France, et c'est très bien. Non, c'est super, franchement. Moi, en tout cas, j'ai rien à en redire de mal, quoi.
Alors, on a une question qui revient un petit peu Mhm. sur la théorie, avec une question de Guantanamo 69. Pouvez-vous, s'il vous plaît, préciser l'effet de l'inflation pour la dette du particulier consenti à taux fixe? Ah bah c'est super, hein, le particulier qui s'est endetté à taux fixe, s'il s'est endetté à un taux de 1 ou 2% et que l'inflation est à 5 ou 6%, bah vous faites votre taux de crédit moins l'inflation et c'est ce que vous gagnez. Enfin, c'est ce que vous avez de moins à rembourser en monnaie d'aujourd'hui, demain. Voilà. Donc vous avez Bon, bah, très un bien, c'est crédit, très, très concis. vous avez un crédit à la consommation, je sais pas moi. Bon, un crédit à la consommation, c'est un mauvais exemple parce que les taux sont élevés. Vous avez un crédit IMO, vous avez emprunté il y a 2 ans, là, avant la crise Covid, vous avez emprunté à 1,3%. L'inflation, aujourd'hui, je dis une bêtise, elle est à 6. Vous avez un delta, donc une différence de 0,7, 4,7. Bon, bah voilà. Chaque année, votre dette, elle coûte 4,7% de moins à rembourser qu'aujourd'hui. Donc c'est bien en fait. Si vous avez emprunté en dessous de l'inflation, c'est bien. Si vous avez emprunté à 10% et qu'il y a 5% d'inflation, bon, bah, la dette, elle coûte quand même pas 10%, elle coûtera 5%, mais voilà. La dette, enfin l'inflation, c'est bien pour l'endetté, hein. C'est pas bien pour l'épargnant. C'est pas bien pour celui qui a du patrimoine payé, mais c'est bien pour celui qui construit quelque chose et qui a eu besoin d'emprunter de l'argent pour construire ce quelque chose. Donc c'est vraiment ça l'information clé à comprendre de ce soir, je pense. C'est si vous voulez tirer votre épingle du jeu, c'est vraiment là-dessus que vous allez devoir jouer. Très bien. Alors, une question du même auditeur. On lui remercie pour, disons, son côté très prolifique et sa curiosité à l'égard de notre invité. On a donc la question, c'est peut-on envisager une indexation des salaires sur l'inflation en France sans raisonner à l'échelon d'un accord unique pour tous les pays de la zone euro? Alors, ça serait dans l'idée, c'est pas con. Dans les faits, ça va être compliqué. Ça peut devenir très compliqué parce que on a beaucoup d'entreprises qui font du service. Et quand on fait du service, on dépend de la personne qui dépense chez nous. Sauf que la personne qui dépense chez nous, si elle-même, elle gagne son argent via du service, et ben en fait, il y a un problème. Donc, il faut que l'argent vienne de quelque part, donc de l'extérieur. Donc, en fait, on peut effectivement demander des augmentations de salaire pour compenser l'inflation, mais la réalité, c'est qu'en fait, les TPE, PME pourront, à un moment donné, ne pourront plus suivre, en fait, tout simplement. Parce qu'elles devront avoir une augmentation peut-être de leur coût de production à cause de l'inflation. Elles n'auront pas forcément une augmentation de leurs revenus, ou en tout cas, elles vont essayer de moins répercuter cette augmentation des coûts sur leurs clients, parce qu'elles voudront pas que les clients arrêtent de venir acheter parce qu'ils ont augmenté les prix. Et si en même temps, elles doivent augmenter leurs charges fixes, qui vont déjà augmenter à cause de l'électricité qui coûte plus cher, derrière, si vous augmentez aussi tous les salaires de 5%, bah, qui dit 5% dit aussi charges sociales à payer en plus, machin, hein, vous tuez la compétitivité des entreprises françaises, qui est déjà très mauvaise comparée à celle de nos voisins allemands. Et là, on obtient un cocktail super pour tuer le peu d'entreprises qui restaient en France et qui arrivaient à s'en sortir. Donc, dans l'idée, dans un monde idéal, ça serait bien. Dans les faits, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Bah, il y aura des concessions à faire, ou alors il va falloir fermer. Ou alors il y a des boîtes juste qui vont devoir fermer parce qu'elles pourront pas suivre. Donc c'est un vrai, c'est un vrai dilemme. Hein. C'est un vrai dilemme. Alors, on a une question de Chando qui est un petit peu plus théorique, mais qui Mhm. revient bien sur plusieurs fois où vous avez rappelé ce fait avec cette expression du bon sens paysan. Mhm. À partir de, si on réfléchit depuis la position de l'État, est-ce que Mhm. l'État doit donc se comporter en beau-père de famille? Donc, est-ce qu'il doit développer cette espèce de bon sens paysan? Ou est-ce que c'est un acteur économique trop spécifique pour suivre les mêmes règles que, par exemple, les entreprises de son territoire? En fait, est-ce qu'on gère, je suppose, un État comme Mhm. on gère une épicerie? Bah, pour moi, c'est évident, en fait. Je veux dire, il y a un moment donné, je vois pas à quel moment on peut se dire qu'on peut se permettre d'avoir des règles différentes et que ça marche pour nous. Je veux dire, il y a un moment donné, les mathématiques, c'est les mêmes choses pour tout le monde. C'est vous gagnez 10, vous dépensez 11, vous perdez 1. Donc, enfin, je veux dire, à quel moment on peut penser que pour moi, ces mathématiques-là ne s'appliqueraient pas parce que j'ai le badge État, en fait, sur ma poitrine et j'ai pas le badge entreprise. En fait, c'est logique. Je veux dire, c'est tellement en fait, je sais même pas comment expliquer. C'est évident en fait. Oui, il faut gérer en fait un État un minimum comme une entreprise. Ça se gère pas comme une entreprise à 100%, bien évidemment, parce que l'État, son but, c'est pas de maximiser le rendement du capital. Le but de l'État premier, c'est de fournir, si vous voulez,
un environnement, un cadre propice pour l'épanouissement de ses citoyens et de ses entreprises et de son marché intérieur et de son marché extérieur. Donc, c'est-à-dire, en gros, le marché de la consommation intérieure, ces entreprises marchent bien, et puis d'exporter ensuite ses produits et services si ça se passe bien, et d'avoir une balance commerciale positive. Ça serait un état bien. Mais à partir du moment où on pense qu'on peut s'affranchir de la réalité économique ou de la réalité des chiffres, oui, effectivement, ça se passe pas bien, parce que on se dit, bon, bah, je peux vivre au-dessus de mes moyens parce que je peux emprunter de l'argent sur les marchés financiers à zéro. En fait, je peux financer mon déficit tous les ans en empruntant sur les marchés à zéro, parce que j'ai l'euro qui en fait baqué par la crédibilité de l'Allemagne, qui me permet à moi de m'engraisser, de vivre comme une cigale ici. Et puis, grâce aux efforts des Allemands, bah, j'emprunte de l'argent à zéro sur les marchés financiers pour financer mes conneries dans mon marché intérieur. Ça marche forcément un temps, mais ça ne marche pas indéfiniment. Je veux dire, c'est dans la vie, il n'y a jamais de. Enfin, le parasite, à un moment donné, il se fait toujours défoncer par les médicaments ou par le médecin, quoi. Hein. Donc, il y a un moment donné, si on veut vivre sur le dos des gens, il y a un moment donné, on se fait rattraper. Nous, c'est ce qu'on vit actuellement. Hein. On a vécu sur la liquidité de dingue, on a financé nos déficits dans tous les sens, on en a même profité pour faire d'autres conneries, et puis aujourd'hui la réalité économique nous rattrape, on veut pas quitter cette Union Européenne parce qu'on a peur que tout seul on soit pas crédible sur les marchés financiers et qu'on doive du coup emprunter à des taux qui sont peut-être pas forcément intéressants. On privatise pas mal d'actifs stratégiques, on est en train de faire toute une série de choses qui n'ont plus vraiment de sens, enfin voilà. Donc non, dans ma vision, oui, il faudrait un État un minimum stratège, voilà. Après, bon, la notion d'État stratège est tellement vague, mais un État un peu plus intelligent dans sa gestion des choses, parce que, pour répondre à votre question, le problème de la stricte, je dirais du non-contrôle des dépenses en mode sauvage, en mode ça va s'autoréguler, etc., machin. Oui, vous pouvez en fait. Vous pouvez partir là-dessus, mais la réalité, c'est que c'est ce qu'ils font déjà depuis des années. C'est-à-dire qu'ils ne contrôlent pas les dépenses. Il n'y a pas un réel audit des finances publiques qui est fait, ou en tout cas pas un truc rigoureux. Il n'y a pas un document qui nous dit exactement où est passé chaque euro qui a été prélevé sur tous les Français. Vous travaillez, vous payez des impôts sur le revenu. Bah, votre argent, on ne sait pas où il est dépensé exactement. Il y a tellement, c'est assez, comme disait Charles Gave, c'est un millefeuille bureaucratique en fait, la France. Hein. Il y a des commissions, des sous-commissions, des ci, des ça. Vous savez même pas où l'argent part. Et en fait, quand vous avez une utilisation de l'argent public comme ça, bon bah effectivement, ça peut pas forcément bien se passer. On sait pas où va notre argent, donc logiquement, on sait pas. Enfin, quand on maîtrise pas ses dépenses, dans tous les cas, on peut pas survivre financièrement dans des conditions normales. On voit pas pourquoi un État ferait exception. En tout cas, dans l'histoire, ça s'est jamais bien passé. Les États ou les anciens empires qui vivaient de façon dispendieuse, hein, même en Italie, à Rome, hein, à l'époque, ça s'est toujours mal fini. Hein. Ça s'est toujours mal fini. Donc, je veux dire, les mêmes causes entraînent les mêmes conséquences. L'histoire se répète. Voilà. C'est ça mon point de vue. Et ben justement, on a peut-être une question qui prend la suite, une question d'Hunter Vénère, le chasseur énervé, en bon français. L'histoire nous enseigne que les guerres sont utilisées comme solution aux problèmes catastrophiques de dette. Pensez-vous que c'est bientôt pour nous? Bah, c'est même pas bientôt pour nous, on est dedans. C'est logique en fait. Quand vous êtes acculé et que vous avez plus d'argent, que je dirais la discorde gronde dans votre marché intérieur, en tout cas dans votre pays, le seul moyen de s'en sortir, c'est de trouver un ennemi extérieur, de faire la guerre, d'aller lui prendre des ressources, de renflouer les caisses, hein, et puis comme ça on remet tout à zéro. Donc oui, on est en plein dedans en fait là. Hein. Mais bon, les signes annonciateurs, on les avait déjà depuis un moment. Hein. C'est juste que ça arrive maintenant. Et puis c'est peut-être pas forcément fini. Hein. L'escalade des tensions ne fait qu'augmenter de jour après jour. Hein, donc. Oui, c'est vrai que ça soit dans le monde réel ou sur nos meilleures parties de Total War, cette règle que vous énoncez est assez vraie. Alors, on a une question de Pantoufle72. On entend parfois que la chute des monnaies se voit peu car elles tombent toutes en même temps et que le cours de l'or est pipoté. Quel facteur pourrait démasquer cette chute ? Non, mais alors, oui, en fait, je comprends la question. Je comprends la question. Ce que vous pouvez faire, en fait, si vous voulez juste vous protéger de la chute des monnaies, il y a
une stratégie très simple, c'est d'avoir un peu d'or en portefeuille parce que l'or, historiquement, vous protège de l'inflation sur une très longue période de temps. Si vous achetez de l'or sur un an, ça vous protège pas de l'inflation. Pour que l'or fasse son travail de protecteur de l'inflation, il lui faut du temps parce que l'or monte assez fortement. Après, effectivement, il y a des histoires de manipulation sur l'or, mais historiquement, ça permet de couvrir l'inflation sur une très très longue période de temps. Faut regarder une monnaie référence. Vous pouvez regarder le dollar et ce que font les autres monnaies par rapport au dollar. Et vous ajustez par rapport à ça parce que oui, bon, là cette année, c'est l'euro qui a baissé face au dollar de 20%. Après, vous me direz quand le dollar baissera, si l'euro baisse, on restera sur cette espèce de delta-là. Mais non, moi je regarderai plutôt comment les monnaies évoluent face à aujourd'hui la monnaie numéro 1 qui est le dollar. Si demain c'est pas le dollar, on regardera face à la nouvelle monnaie de référence. Pour l'instant, aujourd'hui, c'est le dollar américain. Et comment démasquer la chute des monnaies? Moi, je vous le dis, hein, il suffit de regarder en fait tout simplement les monnaies face au dollar, tout simplement. Et vous voyez comment ça se comporte. C'est aujourd'hui la monnaie de référence. Et quand on aura une autre référence, si on a une autre référence sur une autre monnaie, on regardera comment se comportent les devises qu'on a face à cette nouvelle monnaie de référence. Très bien. Alors, on a peut-être on va arriver sur les dernières questions parce que je pense qu'il sera temps de rendre l'antenne et d'aller peut-être regarder Thalassa. Ah non, Thalassa c'était vendredi, pardon, on est jeudi, mais bon, vous voyez l'idée, peut-être qu'on pourra aller regarder les Marseillais, ça sera mieux. C'est sûr que c'est le genre des gens qui regardent le Cercle Aristote, ça. Ouais, je pense qu'ils sont plus team Thalassa que team Marseillais, mais bon, passons. Alors, on a une question de TW4GA, je refuse à essayer de prononcer cet amalgame de lettres et de chiffres. Que pensez-vous de la situation économique des petits pays européens qui sont hors de la zone euro, tels que la République tchèque, par exemple? Alors, moi, je ne connais pas du tout la situation économique de la République tchèque. Par contre, je peux parler d'une anecdote que j'ai vécue cet été quand je suis parti au Monténégro. On parlait justement avec les locaux de... bon, moi, je parlais de l'Europe, hein, du coup, et puis eux, ils parlaient du fait qu'ils espèrent rentrer dans l'euro, si je dis pas de bêtises. Et ce qu'on se disait, c'est que ça serait la pire des choses qu'ils pourraient, entre guillemets, vivre, dans le sens où en fait, l'entrée dans la zone euro, ou alors c'était avec un Croate que j'avais discuté de ça, dans le sens où en fait, ils perdraient tous les avantages compétitifs qu'ils avaient. Et il m'expliquait qu'en fait, pour que leur pays rentre dans la zone euro, ils avaient tout un tas de réglementations qu'ils devaient appliquer, qu'ils n'appliquaient pas auparavant, que la façon dont ils fonctionnaient au niveau du commerce était relativement libre, mais que en fait, leur gouvernement leur mettait en place tout un tas de nouvelles régulations pour justement se conformer au règlement européen. Et je lui disais, mais en fait, là, ce que vous vous rendez pas compte, c'est que vous étiez plus ou moins libre, donc vous arriviez à vous en sortir. Demain, vous allez avoir vous allez avoir des textes comme ça à appliquer, vous allez avoir tout un tas de régulations, vous ne pourrez plus faire ce que vous voudrez, et puis peut-être que l'avantage compétitif que vous aviez sur votre marché, vous ne l'aurez plus. En fait, c'est aussi ça qui est un petit peu mal fait dans toute cette Union européenne, c'est qu'on donne les mêmes règles, ou en tout cas quasiment les mêmes règles pour tout le monde, mais tout le monde n'a pas les mêmes pays en fait, et donc tout le monde n'a pas les mêmes problématiques, tout le monde devrait logiquement ne pas avoir les mêmes règles sur différents secteurs. Et c'est ce que je disais à cette personne-là, je disais mais en fait le problème c'est que tu vas te retrouver avec des règles qui sont faites pour un grand nombre de personnes, mais c'est peut-être pas fait pour toi, ton pays. Et il disait je sais, mais bon, on est en train de le faire. Je dis bon bah écoute, bon courage. Si vous avez peut-être un mot de la fin ou quelque chose que vous aimeriez dire, c'est le moment. Sinon, nous rendons l'antenne. Eh ben, écoutez, merci déjà au Cercle Aristote de m'avoir invité. C'était un vrai plaisir. Je suis votre travail déjà depuis un petit moment. Et écoutez, je dirais le vrai mot de la fin que j'ai à vous transmettre, et l'information essentielle à vous transmettre, c'est qu'en cette période d'inflation, on ne sait pas encore s'il y aura une stagflation qui va la suivre, donc c'est-à-dire une inflation stagnante. Mais si vous cherchez vraiment à vous sortir du pétrin, ou si vous cherchez des solutions, allez et tournez-vous vers du côté de l'investissement parce que ça va être votre salut. Vous trouverez en tout cas votre rédemption là-dessus. Si vous restez juste sur un profil épargnant, le problème c'est que vous allez avoir les économies d'une vie qui vont être grignotées par un phénomène inflationniste monétaire. Donc vous allez perdre en fait de l'argent pour lequel vous avez travaillé sans aucune raison logique, juste parce que les décisions qui ont été prises ont été mauvaises.
Par contre, si demain vous investissez et que votre investissement bat l'inflation, vous vous en sortez. Si demain vous vous endettez, vous achetez quelque chose qui bat l'inflation, vous vous en sortez. Donc mettez en place des stratégies qui vous permettront de vous en sortir. Ne vous laissez pas faire par justement toute cette inflation. Ne perdez pas le moral non plus. C'est pas la fin du monde. Des épisodes inflationnistes, enfin, nos parents en ont vécu. Je veux dire, ils sont bien sortis. Je veux dire, il n'y a pas de raison que nous on s'en sorte pas. Donc voilà, faut juste garder le moral, il faut se battre, et puis faut avancer avec conviction, et puis il faut surtout voilà mettre en place les actions qu'il faut. Donc voilà, perdez pas courage, et puis cherchez à être proactif dans cette période. C'est le seul moyen de protéger les économies que vous avez, et puis le salaire que vous avez et vos revenus. Voilà. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.